Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout premier épisode du calendrier de l'Avent Papille 2025. Et aujourd'hui je vous embarque dans un univers où les festins apparaissent comme un claquement de doigts, où les desserts peuvent exploser, bref, un univers où la nourriture est un peu partout et mêlée à beaucoup de magie. Vous l'avez peut-être deviné, et puis c'est écrit dans le titre, on va parler de la place de la nourriture dans Harry Potter. Et pour réaliser cet épisode, je me suis aussi appuyée sur des recherches universitaires, notamment celle de l'anthropologue Margaret Anne Simonetta, qui a dédié un article à ce sujet dans le magazine La Gazette du Sorcier, et l'article s'intitule, de toute façon je vous remettrai tout en descriptif, mais l'article s'intitule Harry Potter à l'université, le rôle de la nourriture dans la série. Parce que oui, dans Harry Potter, la nourriture c'est pas juste un décor, ça a une vraie fonction. C'est un langage, un moteur narratif, un miroir social, mais aussi un outil magique. Alors prenez une bière au beurre, un morceau de fondant au chocolat ou ce que vous voulez, et installez-vous confortablement pour découvrir ensemble la place de la nourriture dans Harry Potter. Tout d'abord, la saga commence dans une cuisine. Elle est banale, froide, grise, c'est celle des Dursley. Harry n'y mange pas vraiment, on lui donne un petit peu de nourriture juste pour qu'il puisse survivre. Mais il n'y a pas de plaisir de manger. On va juste lui laisser une tranche de pain grillé pendant que Dudley, lui, va compter tous ses cadeaux. Donc au début du film, la nourriture n'est pas du tout un plaisir, c'est plutôt un acte de punition et un moyen de le tenir à distance aussi de la famille. Et c'est ce que dit aussi Margaret Anne Simonetta, la nourriture dans Harry Potter, c'est aussi un marqueur relationnel. C'est ce qui va structurer les liens entre les personnages et qui révèle un petit peu tout le sous-texte en fait du récit. Ensuite, il y a un lieu également emblématique dans Harry Potter, dans toute cette saga, directement lié à la nourriture, c'est la grande salle, celle où on va manger les festins, etc., etc. C'est la grande salle de Poudlard et c'est sûrement un des lieux les plus iconiques de cette saga puisque c'est là où on va manger, où des plats apparaissent comme par magie, etc. Et c'est aussi un des premiers du coup liens d'Harry avec la nourriture, l'abondance, etc. À ce moment-là, la nourriture devient un rite d'intégration. Elle va structurer le temps, que ce soit la rentrée, Halloween, Noël, et puis elle structure la communauté aussi. Il y a toutes les maisons qui sont autour de ces tables, enfin tout le monde est ensemble. Et Simonetta va le dire, c'est ce qui permet aussi de consolider l'appartenance au groupe et de distinguer différentes communautés. Entre Gryffondor, Serdaigle, Poussoufle, etc., tout le monde n'est pas forcément ensemble, enfin en tout cas on peut voir dès les placements sur les tables, des différences de groupe et des différences communautaires. Et puis cette grande salle, c'est aussi la personnification de l'ambiance de la saga. Quand tout le monde va bien, on y retrouve un moment joyeux, lumineux, on entend des rires, il y a du bavardage, etc. Et puis, dans les moments où ça va un peu moins bien, elle va être au contraire beaucoup plus froide, grise, silencieuse, enfin, elle va se figer. Par exemple, après la mort de Cédric Diggory, même s'il y a plein de plats, etc., l'ambiance est glaciale. Elle révèle un petit peu tout ça. Donc la grande salle est aussi ce qui nous permet, est un peu un marqueur de la température, entre guillemets, de l'ambiance de la saga. Donc ce lieu montre aussi quelque chose de très important. La table n'est jamais neutre. Elle respire avec ceux qui la partagent. Quand tout va bien, la table va bien, et quand tout va mal, la table aussi. Ensuite, la cuisine dans Harry Potter, donc la cuisine si on l'élargit un petit peu au sens plus large, va aussi être le témoin d'une hiérarchie sociale. Et ça, on va le voir avec les elfes de maison. Derrière ces cuisines se cachent des dizaines et des dizaines d'elfes de maison qui travaillent sans relâche et qui n'ont pas le droit de sortir de cet endroit. Ils sont invisibles, ils sont silencieux et ils sont clairement effacés. Donc ça va aussi exprimer les rapports de pouvoir. Il y a finalement ceux qui mangent et ceux qui préparent à manger, mais qui ne doivent pas exister, en fait, qui existent très peu, qui sont vraiment en coulisses seulement et qu'on ne veut pas voir. Dans ce cas, Dobby doit le faire, monsieur. Pour le bien de Harry Potter. Et il y avait de l'eau absolument partout. Tout l'immeuble était inondé. Il y en avait beaucoup comme ça. Et l'un des plombiers dit regarde-moi toute cette eau. Et l'autre plombier répond oui, et on ne voit plus que la surface. Donc la cuisine, dans Poudlard comme finalement dans la société,
peut aussi être un espace très politique. Et Simonetta va très bien le dire dans son article, la nourriture sert à révéler des inégalités, à distinguer ceux qui bénéficient de la magie et ceux qui la produisent dans l'ombre. Évidemment, dans Harry Potter, la cuisine c'est aussi synonyme de magie. Et il y a plein de plats, de petites nourritures, etc., de petits ingrédients qui vont qui vont faire directement le lien entre magie et nourriture. Et c'est évident dès le premier cours de potions de Rogue. Et là, on va assister du coup à l'art de la cuisine, mais qui va être beaucoup plus dangereuse, qui va pouvoir nous permettre de nous transformer, enfin bref, elle a des pouvoirs magiques cette nourriture, en fonction de quels ingrédients sont associés avec quoi. Et finalement, c'est comme préparer n'importe quel plat, sauf qu'en associant certains ingrédients, on peut apporter un pouvoir magique. Il y a aussi une dimension très ludique, par exemple avec les bonbons de Bertie Crochu, où on sait jamais ce qu'on va pouvoir trouver, et même un sorcier n'est pas à l'abri de se faire surprendre. Spinach, liver and tripe. George sweared he got a bogey flavoured one once. Bref, dans Harry Potter, la cuisine, la nourriture, c'est aussi la première forme de magie que les enfants vont rencontrer, notamment grâce justement à des bonbons, aux tartes à la mélasse, etc., etc. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'elle est partout dans les films. Puis la nourriture, dans Harry Potter, c'est aussi tout le symbole de l'amitié, du lien qu'il va y avoir entre tous les personnages. Une des premières scènes, d'ailleurs, en lien avec la nourriture, va se dérouler dans le Poudlard Express, quand, voyant passer le chariot, Harry veut acheter toutes les petites friandises du chariot parce qu'il est émerveillé. Ron, qui est assis en face de lui, n'a pas cette chance parce que lui n'a pas forcément les moyens de pouvoir acheter tout ça, mais du coup Harry va tout partager. Va tout partager avec lui et ils vont découvrir ensemble les dragibus, etc., etc. Et donc ce partage, cette nourriture tendue, c'est ce qui va être aussi le premier pilier de leur amitié, c'est ce qui va permettre ensuite de créer cette amitié. Et la nourriture va permettre de créer un lien durable. C'est aussi le cas avec Hagrid et le gâteau d'anniversaire un peu écrasé qu'on lui offre, ou bien le premier gâteau d'anniversaire qu'ils offrent à Hagrid, les petits plats de Molly qui vont devenir de véritables souvenirs pour Harry. Bref, c'est ce que Simonetta nous dit, la nourriture dans Harry Potter est aussi un vrai marqueur relationnel. C'est un espace où les personnages vont se rencontrer, se lier d'amitié, se consoler, se reconnaître. Et puis, la nourriture joue aussi un autre gros rôle, et c'est ce que Simonetta nous dit, c'est là que son article, je trouve, devient passionnant. La nourriture dans Harry Potter va dépasser le texte et devient un pont entre l'œuvre et les fans. Parce que il y a des recettes emblématiques d'Harry Potter, et toutes ces recettes-là vont être reproduites par les fans. On peut trouver aujourd'hui des dragibus. Combien de bières au beurre ont été réalisées par un peu tout le monde. Il y a plein de vidéos sur les réseaux sociaux, etc. de une journée où je mange comme dans Harry Potter, par exemple. C'est devenu du coup des vrais symboles de la saga, et tout ça, ça va faire en sorte de, quand on les reproduit, quand on reproduit ces recettes, on a l'impression d'avoir un petit bout d'Harry Potter, de goûter un petit peu finalement à ce monde magique et de soi-même pouvoir essayer de faire tout ça. Ça permet un peu justement de vivre l'univers d'une manière un peu symbolique, justement en goûtant un peu ces potions magiques, ces bières au beurre, ces éléments qu'on trouve nulle part ailleurs, en pouvant se dire est-ce que oui ou non on aime bien. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà, vous, goûté, reproduit une de ces recettes, laquelle? Je serais curieuse, je veux absolument savoir. Je pense d'ailleurs que je ferai une petite vidéo sur Instagram sur le fait de moi reproduire une bière au beurre en voyant si j'aime bien ou pas. Bref, je vous donne rendez-vous là-bas pour connaître la suite. Il y a encore plein de choses que je pourrais dire sur Harry Potter et j'en ferai d'ailleurs un épisode 2 pour pouvoir compléter un petit peu tout ça. Mais en conclusion de ce premier épisode, je voulais dire que la nourriture dans Harry Potter joue un vrai rôle symbolique. C'est le point, le passage en fait à l'univers magique aussi, c'est ce qui va montrer tout l'amour, l'accueil, le partage, c'est un vrai marqueur émotionnel, c'est un vrai marqueur dans les relations, etc. Et puis c'est aussi tout un marqueur de convivialité et qui donne aussi le ton en fait de l'ambiance de chaque film. Merci d'avoir voyagé dans les cuisines de Poudlard avec moi. On se retrouve du coup dès demain pour le prochain épisode. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous et régalez-vous.